s'articuler, tout savoir, qui sont destinés à subjectiver un individu, qui font qu'un individu s'humanise au regard d'une société. Et c'est bien là que ça coince. C'est du côté de l'institution. Parce qu'on constate, enfin, la manière dont on se débarrasse, la manière dont on dispose du corps de l'exclu, montre bien qu'il y a une déliaison totale, comme une cassure entre la chair du corps, qui devient là proéminente et qui déborde, humaine d'assujettissement à un cadre institutionnel qui est totalement évacué. Il s'agit donc d'un corps qui ne serait plus pris dans du langage. Il est donc renvoyé du côté de la marchandise, du bien de consommation, de l'objet de jouissance, nouveau lieu d'assignation de l'exclu dans le discours de l'autre. Alors, à ce stade-là, on peut peut-être faire une petite incartade sur ce qu'il en est de l'exclusion. L'exclusion, ça véhicule l'idée d'une cassure du lien, d'une solution de continuité, enfermant celui qui en est l'objet au dehors d'un ensemble familial, clanique, ethnique, social ou culturel, sans qu'il existe aucun point commun qui soit partagé entre lui et l'ensemble excluant, et générant de ce fait pour le sujet en état d'exclusion une perte des repères symboliques, véritable état de déprise du discours social, de désaffiliation, perte de références symboliques permettant de se définir à une place et dans un cadre social, et entraînant par là même une déréliction, véritable chute du champ social aux conséquences vitales. On meurt d'être oublié, on peut mourir d'être laissé pour compte. Donc cette idée d'exclusion, me semble-t-il, renvoie toujours à une exclusion du champ de l'autre, du champ politique et du langage. L'exclu, sous cet angle-là, ça serait le barbare, celui qui ne parle pas. Il y a bien une production de discours sur l'exclu. On parle de lui, ça oui. Vous pouvez en entendre parler à chaque coin de rue, à chaque coin de journal télévisé, pour le montrer mourant de froid, ou pour le montrer raccompagné à la frontière, ou sous quelque forme que ce soit. On parle de lui, mais par contre, par définition même, il n'est pas invité en tant que sujet du discours. Il n'a pas son mot à dire, globalement. Il n'a pas d'autre place à prendre que celle d'objet de jouissance de l'autre. Alors les exclus, entre guillemets, et là tout ce que je vais dire de cette phrase-là est vraiment à mettre entre guillemets, je vais m'en expliquer. Les exclus, ceux qui vivent à la rue, sont des morts vivants, c'est-à-dire en instance de mort, en voie de disparition, et pourtant ils y vivent. Alors, je parle bien de guillemets parce que à la rue, d'abord, c'est une métaphore. N'allez pas penser que toutes les personnes qui vivent dans la rue sont à la rue. Au contraire, il y a des gens qui se vivent et qui se sentent et qui se revendiquent comme étant de la rue, c'est-à-dire la rue en tant que lieu géographique, peut être quelque chose d'extrêmement repérant, étayant, et on peut en tirer une identité subjectivante. Non, je parle de gens qui sont à la rue, au sens où ce sont des gens qui sont dans l'errance et dans un rapport au lien social, ou une absence de rapport au lien social qui ne leur permet pas de trouver, si vous voulez, une place sociale d'où ils puissent exercer une certaine citoyenneté. Voilà, à l'inverse, on sait bien qu'il y a des gens qui sont à la rue tout en vivant dans des appartements. Je pense à des situations de personnes âgées qui crèvent de solitude dans des appartements et qui d'ailleurs en crèvent au sens propre du terme, puisqu'on les retrouve parfois desséchés. Voilà, et ce sont des gens qui ont existé dans cet état d'exclusion. Deuxième guillemet dont il faut que je m'explique, c'est ce guillemet d'exclu. J'emploie ce mot exclu comme une sorte d'hypothèse destinée à rendre compte de ce rapport particulier au lien social subjectivant ou désubjectivant d'un individu à un moment donné. Ça ne fait absolument pas référence ni à une clinique, bien qu'il y ait une clinique de l'exclusion, mais plutôt ça ne fait pas référence à des bases et une hypothèse éthiopathogénique, ni même à des hypothèses sociologiques.
il y a autant de voies qui mènent à l'exclusion qu'il y a d'exclus. Et finalement, chaque histoire se dissout dans la singularité de la personne qui la porte. Bon, quand il y a exclusion du lien social, hein, quand le lien social n'est plus porteur des signifiants dans lesquels la personne peut venir se reconnaître, eh bien, il y a déréliction, il y a catastrophe subjective. Et ça a des conséquences physiques qui mènent au trou et qui mènent à la mort de la rue, hein, à la mort à la rue. Alors, j'ai pas fait un tableau clinique très complet, mais enfin, globalement, ce qu'on peut dire, hein, de ces situations-là, c'est que ça mène à une déprise du corps, du champ du langage et du désir, un désinvestissement, désérotisation orificielle. Le corps est vécu comme un corps étranger, morcelé. Alors, on a des gens avec des discours hypocondriaques qui vivent leur corps comme un objet étranger, voire étrange, qui le vivent comme morcelé, voire qui ne le vivent plus, qui le traitent comme un intrus, qui laissent proliférer parfois de la vermine. Hein. On a des gens qui désinvestissent à ce point leur corps que même l'innervation ne leur permet plus de ressentir la douleur du pourrissement, hein, par exemple. Ce sont des tableaux cliniques, enfin, là je me place en tant que clinicien, donc, hein, où on perçoit une sorte de réactualisation traumatique du quotidien à l'infini, écrasement du temps sous un présent qui n'en finit pas. Ça donne lieu à ce que j'appelle des êtres sans histoire. Ce sont des gens qui se présentent comme au présent, ou qui, quand on leur demande de raconter une histoire, la racontent de manière tellement stéréotypée qu'elle n'est pas mise en récit, si vous voulez. Voilà, déchaînement pulsionnel avec omniprésence de la pulsion de mort, conduites addictives, mutilatrices, destructrices à l'extrême. Et au final, tableau extrême d'effacement total du champ social avec autoconsommation mélancoliforme, liquéfaction, délitement psychique et physique, pourrissement charnel sur pied, entité morbide, dite encore syndrome d'auto-exclusion. C'est Jean Furtos, un psychiatre qui a beaucoup travaillé dans ce champ-là, qui a forgé ce terme, hein. Semblant constituer, dans sa forme ultime et la plus aboutie, une sorte d'orifice et de plaie ouverte et purulente du tissu social, où l'individu finit par se confondre avec les murs de la ville. Et donc, la disparition à la rue commence bien avant la mort biologique. Et pourtant, ils y vivent. Hein, ils sont en position de mort annoncée, et pourtant, ils continuent à y vivre. Ils sont dans cet état de rupture institutionnelle, et pourtant, il y a des signes qui témoignent d'un certain rapport à l'autre. Et ces signes-là, on peut les constater, et bien souvent on les constate dans l'après-coup d'une disparition. Et il y en a de trois ordres. D'une part, il y a des effets de dévoilement transférentiel auprès des équipes de travailleurs de rue. Chaque fois qu'un grand précaire disparaît, chaque fois qu'un grand précaire meurt, bien souvent, un long moment des séances du travail de supervision que je fais avec les équipes, hein, par exemple avec l'équipe mobile sociale dont fait partie Pierre Cabane, donc qui sont des séances où on essaie de faire vivre un discours, hein, sur les vivants à la rue, hein. Bien souvent, alors qu'il y aurait certainement matière et urgence à parler de ceux qui sont encore en vie, il est aussi important de prendre du temps, et beaucoup de temps, à parler du mort, à parler du disparu, à parler de ce qu'il a été, à parler aussi, et ce qui revient souvent dans le discours des travailleurs, hein, de rue, c'est à parler de ce qu'on aurait dû faire, de ce qu'on aurait pu faire, de ce qui n'a pas été fait, hein, comme pour venir témoigner d'une certaine, pour venir témoigner du fantasme, hein, du fantasme du travailleur social, comme ça, qui est dans le faire, hein, qui est dans le faire vivre, on pourrait dire. Effet donc de dévoilement transférentiel authentique, hein, effet de revitalisation et d'arrêt des processus de mise en suspens subjectif. Alors ça aussi c'est étonnant, c'est étrange.
Et justement, c'est cette association qui nous a permis aussi de nous en rendre compte, c'est qu'après la disparition d'un clochard, eh bien, de manière tout à fait légale, sont recherchés ses ayants droit, hein, sont remontés ses ascendants. Il y a un travail de généalogie qui est fait, hein, d'état civil, et quand il peut être accompli, ce qui n'est pas toujours le cas, eh bien ça peut mettre en présence des gens qui ne se sont pas revus depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis un certain temps, soit des membres de la famille du défunt avec le défunt sous la forme de sa dépouille, soit ça peut faire se rencontrer des frères et sœurs qui ont été placés dans l'enfance et qui se retrouvent à cette occasion. Et à cette occasion-là, autour du défunt, viennent se renouer, mais parfois de manière tout à fait cathartique, hein, des liens familiaux, des liens sociaux qui sont encore vitaux, même s'ils étaient mis en suspens depuis des dizaines d'années. Et donc la disparition de cet exclu, avec cette disparition, disparaît aussi quelque chose de l'ordre d'une mise en suspens, plus ou moins active d'ailleurs, plus ou moins consciente, mise en suspens par l'individu, par sa fuite, par son exclusion du groupe pendant tant d'années que ça. Donc effet de dévoilement transférentiel, effet de revitalisation. Et enfin, les effets de la disparition de l'exclu de l'espace politique même. C'est-à-dire, quand ce qu'on appelle un résident notoire disparaît, quelqu'un qui vient centrer un espace, hein, vous avez tous en tête des figures de grands clochards que vous croisez toujours au même coin de rue depuis des années, qui sont là comme des monuments. Hein. Eh bien, chaque fois qu'un de ces exclus inclus disparaît, puisqu'il est inclus au sens où c'est presque du mobilier urbain, si je puis dire, hein, eh bien, quand il disparaît, on note par exemple au 115, numéro d'appel gratuit par lequel on peut signaler des situations de grande précarité. C'est d'ailleurs assez étonnant que ces grands précaires soient signalés au moment où ils n'ont plus besoin d'être signalés. Hein. Eh bien, vous avez un afflux d'appels, ce que j'appelle des appels angoissés. Ce sont des citoyens, hein, ce sont des quidam, ce sont des voisins, des riverains qui vivent cette expérience, cette unheimlich, cette inquiétante étrangeté que de toute façon, tout à coup, de voir disparaître un monument aux morts, par exemple. Hein, de voir disparaître quelque chose qui, comme un fétiche, ordonnancer la jouissance de l'espace urbain, et qui tout à coup disparaît. Et c'est là, et ça provoque vraiment des réactions d'angoisse. Voilà. Donc 3 effets qui montrent quand même qu'il y a une sorte d'inscription subjective limite dans l'espace social, à mon avis. Donc, pour finir, pour me résumer, hein, et puis ensuite je vais passer la parole à Pierre, Goutte de vie pourrait, de mon point de vue, fonctionner comme une chambre d'écho destinée à recueillir et à témoigner, de ces modalités d'existence qui sont des expériences subjectives limites, comme autant de tentatives de réinscription du sujet dans le champ social malgré tout. D'une part, pour ceux qui partent, en honorant leur mémoire, en leur rendant hommage avec dignité et en leur réinscrivant dans une dimension rituelle et sacrée. Et ça nous paraît très important. Et c'est même la base de notre action. Pour ceux qui restent, ensuite, en les accompagnant dans cette fin qui n'en finit pas, avec discrétion et dignité, et en tentant de renouer les logiques de la pulsion et du langage. Et là, peut-être Pierre en dira un mot parce qu'il est plus impliqué que moi là-dedans, vient se greffer la logique du soin palliatif, si proche du travail des équipes de rue. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour nous de produire du désir dans lequel, enfin du prêt à désirer dans lequel l'exclu viendrait s'inclure comme ça. Il s'agirait plutôt d'accompagner comme ça, hein, d'accompagner, y compris d'accompagner vers le trou, d'accompagner vers le gouffre, d'accompagner vers la mort annoncée. Mais par cet accompagnement, de tenter de réinscrire quelque chose du sujet au regard d'un lien social, y compris prothétique. Hein, mais voilà. Et quand même, ça fonctionne, parce qu'on recueille une parole, parce qu'on réinscrit quelque chose
dans une dimension désirante, dans une dimension langagière. Pour ceux qui partent, pour ceux qui restent, donc, et enfin pour ceux qui accompagnent. Et il s'agit d'apporter aide et assistance dans le processus de deuil aussi, pour remettre des mots sur ces oubliés du discours. Et donc cette association Gouttes de Vie est aussi à disposition, des familles, est aussi à disposition des travailleurs sociaux, est aussi à disposition des squatteurs qui vivent de manière traumatique la disparition d'un de leurs colocataires de squat. Hein. Voilà. Pour finir, j'aimerais insister sur ce mot de témoignage. Hein. Gouttes de Vie se propose avant tout de témoigner de l'humanité du disparu. Gouttes de Vie, et bon, c'est peut-être un peu grandiloquent ce que je vais dire, mais Gouttes de Vie me semble être véritablement un outil de réinscription symbolique. La mort, qui est un événement intime et personnel, est aussi un acte public affectant la communauté humaine dans son entier. C'est le temps où vient se signifier un sujet au regard du social et de l'institutionnel. C'est publier la mort au même titre que la naissance, que le mariage. Ça ne nous appartient pas. On ne meurt pas comme on veut, comme on ne naît pas comme on veut. Ça ne nous appartient pas au sens de la loi. Gouttes de Vie se propose d'aider à réintégrer la disparition d'une personne ayant fait l'expérience de la rue dans le champ de l'humanité, de l'histoire, de l'imaginaire et de la vie de ceux qui restent. Il s'agit, ne serait-ce que par une présence, il y a des gens qui disparaissent et que personne ne connaissait. Et ne serait-ce, on considère que symboliquement, ne serait-ce que parce qu'il y aurait une personne qui suivrait le cercueil, de manière imaginaire, eh bien, ça fait un lien avec l'humanité tout entière. Et il me semble qu'il ne faut surtout pas céder sur ce genre de choses qui paraissent dérisoires. Voilà. Donc il s'agit ne serait-ce que par une présence, une seule au moins, symbolique, dans la dignité et le respect de la mémoire du mort, d'éprouver ainsi sa perte et de donner à son souvenir la possibilité de se réinscrire dans la mémoire de la collectivité humaine un temps déserté. C'est ce que veut dire Gouttes de Vie. Toutes les gouttes sont différentes, mais s'il en manquait une, l'océan ne serait pas le même. Gouttes de Vie est un organe de témoignage au service des vivants. Récupérer les signes, vêtements, effets personnels, mais aussi et surtout paroles, témoignages d'amis qui prouvent que le disparu a bien été vivant et qui en font le récit. Le récit est un mot tout aussi important que celui de témoignage. Ceci pour l'usage de l'entourage, d'une famille parfois tenue écartée depuis longtemps, mais pour que puisse surtout se renouer le cours de l'histoire qui a été un temps interrompu. Les Gouttes de Vie, enfin, se donnent aussi pour mission de mieux comprendre. C'est une mission annexe, mais c'est une mission qui nous paraît tout aussi importante. L'intérêt que nous portons à ces femmes et ces hommes ne prend pas racine dans leur mort, mais dans leur vie. Leur disparition prématurée heurte notre condition d'humain et de citoyen. Leur espérance de vie, près de 30 ans en dessous de la moyenne nationale, comme je le disais tout à l'heure, ainsi que leur mort souvent violente, nous choquent. Si nous accompagnons ces morts, c'est aussi pour témoigner en quoi leur condition de vie les mène à cette surmortalité. Il devient urgent de comprendre ce qui, dans notre société, peut produire de telles inégalités. D'où aussi Gouttes de Vie comme étant un organe, je dirais, presque épidémiologique, hein, de recueil de données. Nous communiquons des statistiques, notamment au collectif national, Gouttes de Vie. Par contre, et c'est là la dernière chose que je dirais, Gouttes de Vie n'est pas un organe de revendication politique au service d'une idéologie. Et notamment, nous refusons de communiquer à cet organe national, nous refusons de communiquer des histoires sirupeuses à souhait et donnant la larme à l'œil, destinées à émouvoir et destinées à un usage politique, médiatique, tout ce que vous voudrez. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et puis je le reprendrai avec vous tout à l'heure. Puis, il me semble le plus important, c'est que Pierre en parle parce que Pierre a une expérience beaucoup plus proche de la mienne du terrain et de ce qui s'y passe réellement. Je vous remercie. Donc c'est à moi. Eh bien, oui. Bon, donc moi je suis infirmier, donc infirmier de rue. J'aime bien la particule. Hein. Donc je travaille à l'équipe mobile sociale de santé depuis maintenant plus de 12 ans. Donc j'interviens à la rue avec mes collègues travailleurs sociaux, puisque nous mixons les compétences quand nous intervenons à la rue.
On a comme parti pris de ne pas avoir d'uniforme. Hein. On va voir les gens en civil avec des voitures toutes simples, hein, pour justement pas stigmatiser ces personnes. Hein. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de parler de mon cadre professionnel. Après, mes responsabilités associatives avec Goutte de Vie et avec une autre association. Et après, je pense que le plus intéressant dans ce que j'aurais vous raconter, c'est des histoires de vie, des histoires de personnes, hein, dont on s'est occupé, dont on a essayé de s'occuper. Donc le premier parti pris, quand j'ai commencé il y a 12 ans, donc, c'était d'aller à la rue et d'essayer de repérer des personnes, hein, de repérer les personnes qui auraient le plus besoin de nos actions et qui n'en font pas la demande. Donc le parti pris, c'était d'aller voir des personnes qui ne faisaient pas de demande et qui étaient à la rue. Donc effectivement, le plus difficile dans ce boulot, c'est de commencer, et c'est d'être connu et d'être reconnu. Puisque le plus difficile dans ce travail, c'est d'acquérir l'adhésion, la confiance avec les gens qui sont dehors, les gens qui sont à la rue. En sachant que la rue et les rues, hein, de nos villes, de nos villages, hein, c'est un petit peu le déversoir des dysfonctionnements de nos sociétés. C'est Yves, mon ami de Goutte de Vie, qui dit qu'à la rue, on retrouve le fou, l'ivrogne, le toxicomane, l'étranger, les étrangers, les Roms. Hein. Et donc souvent des personnes indésirables, indésirées, exclues des dispositifs classiques d'hébergement, hein, par rapport à leurs problèmes de comportement, leurs addictions, leurs délires. Moi, j'ai été excessivement frappé, quand j'ai commencé mon travail à la rue, c'est de voir qu'on avait créé des dispositifs d'urgence et qu'en fait, les personnes qui en avaient le plus besoin, elles n'y avaient pas accès. Alors, elles n'y avaient pas accès, pourquoi ? Parce que pour obtenir une place en centre d'hébergement, il faut faire le 115. Que le 115, il est saturé, hein, les 3 quarts du temps. Au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 150 à 160 refus qui sont faits au niveau de l'hébergement. Donc il peut y avoir, au moment de l'obtention des places, 15 à 20 minutes d'attente. Pour des gars qui sont à la rue en grande fragilité, c'est intolérable. Quand ils ont obtenu une place, ce sont des dispositifs qui sont fermés en journée. Donc à 8 h du matin, on vous met dehors. Il faut attendre 18 h pour revenir. C'est souvent des dortoirs. Donc il y a une grande promiscuité. C'est souvent des grands collectifs où il y a des rapports de force entre les publics qui sont assez importants, d'où l'exclusion. Les règlements sont excessivement rigides, hein, pour ces personnes. L'état d'alcoolisation est un motif de non-inclusion. Très bizarrement, il y a 10 ans, les gens qui avaient des problèmes d'hygiène n'étaient pas admis parce qu'ils avaient des problèmes d'hygiène. Moi, je n'arrivais pas à comprendre. Donc, voilà, un public en grande fragilité qui n'avait pas accès à ces hébergements. Donc, comme je le disais, le lien et la relation à tisser avec la personne, il nous a fallu du temps. Pour vous donner un petit exemple, il y a une personne que j'allais voir avenue Camille Pujol, il y a beaucoup d'années. Hein. Je suis allé le voir pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, il a tout refusé, tout ce qui pouvait lui être proposé. Ce qui fait qu'à la fin, on ne lui proposait plus rien. Mais par contre, on parlait de tout. Il était ravi d'avoir nos visites. Hein. Donc on pouvait parler de son pays, de l'Espagne, hein, de football, de vin, d'alcool, de n'importe quoi, voilà. Et un jour, après 2 ans et demi, comme ça, de visite, il nous a demandé, mais vous m'avez parlé à un moment de la halte santé. Alors la halte santé, c'est des lits infirmiers qui sont ouverts 24 h sur 24, sur lesquels je fais des vacations. Et donc, il a demandé à aller sur ce centre d'hébergement au bout de 2 ans et demi. Et donc, il a été accompagné. Et comme c'est un dispositif beaucoup plus souple d'inclusion, hein, voilà, il a pu commencer une prise en charge. Hein, et actuellement, à ce jour, hein, cette personne est en CHRS. Je me demande encore comment, d'ailleurs. Donc, vous voyez le travail qu'il y a à faire, hein, par rapport à ces publics. Hein. Alors, ces publics, on peut leur trouver des caractéristiques. Hein. Nicolas a parlé de décès précoce. Hein. Alors, effectivement, le décès précoce, c'est 47-50 ans. Il n'y a eu à ce jour qu'une seule enquête sur la mort des personnes à la rue, qui a été diligentée par la Fondation de France, mais c'est la seule qui a jamais eu pour ces publics. C'est vous dire si les personnes qui sont à la rue intéressent. Donc, décès précoce, vieillissement précoce. C'est des personnes qui, à 50 ans, en font 70-80. Cumul de pathologies. Ça peut aller, bon, mais voilà, la personne là, il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui cumulaient 7 à 8 pathologies chroniques. En moyenne, sur la file active, on est à 3 pathologies et demie.
Ensuite, les addictions. Alors, souvent l'alcoolisme. Alors, un alcoolisme massif, chronique, depuis des années et des années. Et au bout de 20-30 ans d'alcoolisme, il y a toutes les conséquences sur le corps. Je ne vais pas faire de médical par rapport à ça, mais les conséquences sont assez importantes, aussi bien au point de vue cognitif, puisque les personnes développent des problèmes de démence, Korsakoff, désorientation temporospatiale, ce qui n'arrange pas leur vie à la rue. Autre caractéristique, l'absence de papier. Ils perdent leur papier fréquemment, ne renouvellent pas leurs droits, ne vont pas sur le dispositif pour faire renouveler leurs droits. D'où ce parti pris de faire des binômes de travailleurs sociaux et d'infirmiers pour aller voir ces personnes à la rue et pour petit à petit, avec le temps, les ramener à la fois vers des démarches sociales et à la fois essayer de faire en sorte qu'elles prennent mieux soin d'elles. Donc un travail de patience assez important. Donc voilà, ça c'est à peu près le travail qui est fait avec l'équipe mobile sociale et avec la santé. Au niveau de gouttes de vie, moi je travaille plus particulièrement sur un atelier en lien avec les soins palliatifs de Joseph Ducoing. Donc ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on fait des rencontres communes où l'équipe pluridisciplinaire des soins palliatifs, ça va de la SH à l'aide-soignante, à l'infirmière, psychologue, diététicienne, assistante sociale, se rencontre avec des personnes de gouttes de vie, infirmiers, travailleurs sociaux, bénévoles. Et le premier objectif, ça a été justement de voir un petit peu comment mieux se solliciter les uns les autres. Moi, en tant qu'infirmier, souvent j'ai orienté des personnes sur le soin palliatif. Ça s'est fait au début de manière, je ne vais pas dire improvisée, mais un peu quand même. Maintenant, le fait d'avoir fait ces repérages, il y a une forme de protocole qui a été mis en place. Donc ça a été, premier travail, repérage réciproque. Et après, on a voulu réfléchir sur le mot palliatif, parce qu'eux sont sur le soin palliatif. Et souvent, nous, en tant que travailleurs de rue, on est confrontés à des refus, alors que on voit des personnes excessivement en danger. Et nous, on avait parlé de démarche palliative. C'est-à-dire qu'on allait voir des personnes sur leur lieu de vie. Alors c'est très classiquement, ça pouvait être sous un pont, sous un porche, dans un abri improvisé, où on voyait des personnes avec un état de santé excessivement dégradé et qui obstinément refusaient le soin. Et donc notre parti pris, c'était d'accepter ce refus de soins et de continuer à aller les voir. Donc effectivement, on a confronté un petit peu ce refus de soins, comment les soins palliatifs l'appréhender, comment nous on l'appréhendait. On a mis en valeur effectivement les équipes pluridisciplinaires qui intervenaient auprès de ces publics et la parole et la libre parole qui est donnée à chaque intervenant. Donc, on a fait des constats et grâce justement à ces cas concrets, et on a mis, très modestement, on a mis en forme une maquette, je ne vais pas dire de formation, mais une maquette d'information, justement pour aider les dispositifs sociaux ou des dispositifs sanitaires qui sont confrontés à des gars de la rue qui sont en train de décéder, qui sont en fin de vie, mais qui fuguent, qui s'arrachent les perfusions, qui boivent dans leur chambre à l'hôpital, qui errent dans les couloirs en criant ou en beuglant, et qui, effectivement, les équipes pas du tout habituées à ces publics, étaient en grande difficulté. Alors, effectivement, nous, en tant que travailleurs de rue, souvent, j'ai été confronté à des personnes qui avaient arraché des voies centrales, ce qui n'est pas rien, qui avaient des risques d'hémorragie par rupture de varices œsophagiennes, enfin des tableaux excessivement difficiles. Et tout notre travail après, c'est de pouvoir les ramener sur des dispositifs et essayer de les convaincre de repartir vers du soin. Ce qu'on s'est aperçu effectivement là aussi avec les soins palliatifs, c'est à quel point c'était aux soignants, aux travailleurs sociaux, à tous les acteurs, à s'adapter à la personne et non pas le contraire. Justement, ce qui rend excessivement difficile leur prise en charge dans des dispositifs de soins classiques ou dans des dispositifs sociaux classiques. Donc il a fallu convaincre des lieux, comme la halte santé, ou comme des centres d'hébergement, ou comme des appartements relais, voire des services de soins, à être beaucoup plus souples et beaucoup plus tolérants avec ces comportements, pour justement minorer ces risques de fugue et pour prendre en compte un petit peu les désirs de la personne. Donc effectivement, actuellement,
on est sollicité pour être un petit peu soutien des équipes sur des dispositifs sociaux ou sur des dispositifs sanitaires. On est à même, par rapport à des dispositifs sociaux, de faire déplacer l'équipe mobile des soins palliatifs, puisqu'ils peuvent se déplacer sur site. Et ces équipes mobiles prennent en charge à la fois la personne et aussi les douleurs, parce que c'est excessivement important par rapport à ça. Protocole pour des travailleurs sociaux qui sont complètement déroutés avec ces problématiques, des mises en alerte, des numéros de téléphone pour les moments où elles sont en difficulté. Et donc on propose effectivement, et on est appelé sur des dispositifs, quand des personnes ayant un petit peu les caractéristiques dont j'ai parlé, sont en difficulté. Donc vous voyez un petit peu les réflexions qu'on a menées avec l'équipe des soins palliatifs de Joseph Ducoing. Et c'est des outils qui sont mis à disposition et qui nous ont beaucoup aidés dans les prises en charge. Après, au niveau de Gouttes de Vie, là où j'interviens moins, mais ça se fait, on le fait quand même pas mal, c'est-à-dire qu'effectivement, on recherche les familles. Alors, il faut savoir que quand une personne de la rue décède, elle va dans des dépositoires, ou de l'hôpital ou des pompes funèbres municipales, et la recherche des familles se fait souvent avec un retard considérable. Et donc, les corps peuvent stagner dans les frigos 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et tout d'un coup, les dispositifs administratifs s'excèdent et enterrent la personne sans avertir personne. Donc effectivement, par rapport à ça, et vu qu'on l'avait vécu quand même pour pas mal de personnes, d'autant plus que pour être allé à l'enterrement de gars que je suivais, souvent en regardant les indigents, je retrouvais des personnes que j'avais perdues de vue. Donc je faisais une maraude dans les cimetières pour retrouver des personnes qui étaient mortes sans qu'on les sût. L'association est née aussi de ça. Donc un travail a été mis en place justement pour essayer d'aider les services administratifs à retrouver les familles. Et c'est vrai que dans l'association, on a un officier de police à la retraite qui active les choses de manière remarquable et qui nous permet de retrouver des familles. Donc quand les familles sont retrouvées, c'est l'hôpital ou les responsables administratifs qui annoncent le décès. Par contre, l'association Gouttes de Vie est mentionnée et est proposée aux familles si jamais elles veulent avoir des témoignages et si jamais elles veulent être aidées quand elles viennent à Toulouse pour justement rencontrer les équipes ou pour participer aux obsèques. Pour vous donner un exemple, et je vais rentrer directement dans les exemples, je vais vous parler d'un homme et je vais vous parler de son histoire dès le début et jusqu'à son décès cette année. Donc c'est une personne qu'on a retrouvée à la rue il y a à peu près 2 ans, qui avait vraiment le physique du vieux clochard avec une belle barbe blanche, avec sa bouteille de pinard, qui nous a envoyé paître consciencieusement à peu près pendant les 4 premières rencontres où on est allé. Et puis, petit à petit, on a commencé à discuter. Donc on s'est quand même rapidement aperçu que cet homme avait des problèmes de désorientation, puisqu'il croyait être à Lourdes ou à Pau. Donc on a essayé de le prioriser sur les centres d'hébergement, mais comme il voulait rentrer avec sa bouteille, on n'a pas pu. Donc petit à petit, on a négocié avec la halte santé, et avec la halte santé, ça s'est pas trop mal passé. Mais le souci avec cet homme, c'était où qu'il soit, tous les soirs, tous les matins plutôt, puisque les dispositifs ferment le matin, il partait tout droit, dans n'importe quelle direction. Il faisait la manche, s'achetait du pinard, et heureusement le soir, complètement fatigué, il appelait le 115, et comme le 115 repérait le numéro de la cabine téléphonique, on pouvait le repérer, et donc ils nous appelaient l'équipe mobile, on allait le chercher, et on pouvait le mettre à l'abri. Je crois qu'on a fait ça pendant 1 an, tous les soirs. Tous les soirs. Sauf les soirs où il allait aux urgences parce qu'il avait trop picolé et qu'il était tombé. Donc on a essayé de remonter son histoire à ce monsieur. Et c'est Yves à la halte santé qui a retrouvé sa famille en Belgique. Il se trouve... On a beaucoup d'amis belges qui sont des gens qui se sont tout de suite reconnus. C'est très cosmopolite la rue, il n'y a pas de souci. Hein. Très très cosmopolite. Hein. De faire en Belgique. Donc on a priorisé ce monsieur sur un dispositif dont je m'occupe aussi, qui s'appelle la Maison Goudoulier, qui est un lieu ouvert 24 heures sur 24 qui accueille des grands précaires. Je vous passe toute l'historique parce que sinon la journée n'y suffirait pas.
Donc ce monsieur est resté pendant 1 an sur la maison. Petit à petit, il a de moins en moins fugué, parce qu'on lui autorisait à boire du vin à l'intérieur, parce qu'on lui autorisait à fumer un peu partout. Et donc petit à petit d'avoir cette liberté, et petit à petit de se ritualiser dans la maison, il a de moins en moins fugué, il n'est plus passé du tout aux urgences, et nous le soir, on n'allait plus à sa recherche, aux 4 coins de Toulouse. Il faut savoir quand même que malgré son âge, on l'a retrouvé jusqu'à Balma. Balma, l'Union, je ne sais plus. Enfin, ce qui est vraiment très étonnant, c'est de le voir marcher tout droit, toujours tout droit. Donc ce monsieur s'est posé sur la maison, il avait 72 ans, et bon, il a développé une longue maladie. Il n'a jamais voulu se soigner. Il a dit, moi je veux continuer à picoler et fumer comme foutre la paix. Donc tant que ça a été possible, on l'a fait, mais c'est la douleur un petit peu qui l'a rattrapé. Donc effectivement, il a été hospitalisé à Joseph Ducoing, donc avec qui on travaille. Et effectivement, devant le refus de soins et devant malheureusement l'étendue de la pathologie, il a été décidé de prioriser les soins de confort sur la douleur et sur la relation. Et cet homme est mort assez doucement, mais très rapidement finalement, 1 mois après qu'on ait diagnostiqué la pathologie. Je vous en parle parce qu'après, quand on a retrouvé la famille donc en Belgique, est venue sur Toulouse. Et donc là aussi, au niveau de l'association Goutte de Vie, je suis allé voir la famille à l'hôtel. Et donc je les ai un petit peu guidés dans les démarches auprès des pompes funèbres. Et j'ai amené la famille sur la maison où Christian vivait depuis 1 an. Et donc la famille a pu faire connaissance des hébergés de la maison. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne vous l'ai pas dit, mais pendant que cet homme était hospitalisé, ses copains, tous les soirs, tous les soirs et tous les midis, il mettait son assiette à table, bien qu'il soit absent. Donc il y avait des relations très fortes qui s'étaient nouées entre lui et les résidents. Donc il y a eu cette rencontre entre la demi-sœur, son fils et sa femme, et la maison. Et donc il y a eu un repas qui a été partagé tout un après-midi. Ensuite, la famille a souhaité rencontrer, effectivement, par rapport à ce qu'on avait raconté, l'équipe du 115, qui nous guidait à travers les cabines téléphoniques de Toulouse. Elle a souhaité rencontrer l'équipe mobile. Et en fait, le jour des obsèques, effectivement, tous les copains de la rue sont venus. Ceux de la maison Goudouli, ceux d'autres de la rue. On a dû affréter 3 camionnettes. Et donc, on s'est retrouvés une quarantaine entre la famille, les professionnels, les gars de la rue. Et après les obsèques et après l'enterrement, on a communié longtemps, on a discuté. Et c'est la famille a souhaité prendre des photos. Et il s'est vraiment passé quelque chose. Donc à travers Goutte de Vie, ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois effectivement de prendre en charge la fin de vie le mieux possible, d'aider les équipes, mais aussi après d'essayer d'accélérer ces démarches administratives qui n'en finissent plus, d'aider, de soutenir la famille, d'informer les copains de la rue et d'accompagner les proches sur les obsèques s'ils le souhaitent. Avec l'association également, on a rencontré les représentants des grandes religions, y compris orthodoxes d'ailleurs, donc imams, rabbins, protestants, catholiques, bouddhistes. Enfin, on a fait de gros progrès en religion. On a rencontré un philosophe qui est sur le versant laïque, et donc il y a une réflexion qui est menée par rapport à ça, et on essaye toujours de recueillir par rapport aux gars qu'on suit, effectivement s'il y a des croyances ou des non-croyances, pour pouvoir justement respecter ces dernières volontés. Après, bon, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je vais peut-être vous parler d'autres histoires de vie comme celle de Christian. Je vais vous en raconter une qui finit bien, puisque cet homme est toujours vivant, mais vous expliquer les difficultés dans lesquelles on peut être. Donc je vais vous parler d'un gars qui s'appelle Bob, que vous avez peut-être pu croiser dans les rues toulousaines. On l'appelle le ferrailleur. Il a 4-5 voitures, et il a dans ses voitures, il ramasse tous les détritus de Toulouse, parce qu'il a le syndrome de Diogène, c'est ça? Donc il ne jette rien. Donc moi j'ai pu voir qu'il avait des paris turf des années 50 quand même. Donc une personne, voilà, qui 76 ans, une belle barbe,
qui conduit dans les rues toulousaines et qui trafique les pièces détachées. Bon, son problème, c'est qu'il a eu une double hernie inguinale qu'il a refusé de soigner. Alors, au début, ça n'a pas posé de problème, hein. Et puis petit à petit, ça a posé des problèmes puisqu'il s'est retrouvé aux urgences, souvent avec des occlusions intestinales, hein. Je vous passe les détails médicaux. Et donc effectivement, il a mis en jeu son pronostic vital pour des bêtes hernies inguinales. Et il a envoyé paître tous les chirurgiens, tous les anesthésistes, tous les infirmiers qui ont voulu lui faire quoi que ce soit. Donc à force de passage aux urgences répétées, il a été accueilli sur l'Al Santé. Mais là aussi, ça ne tenait pas puisque il a refait des gros problèmes, hein. Il a été dans le coma. Et donc, il a été orienté sur les soins palliatifs de Garonne, de l'hôpital Garonne. Il a été un moment dans le coma, il se réveillait. Donc, il avait une grosse prise en charge avec toute une batterie de calmants. Et il s'est remis. Et donc, quand il a pu remarcher, toujours avec ses hernies inguinales, il a dit « Je sors, je ne suis pas malade ». Et il est allé s'acheter un scooter. Après avoir acheté son scooter, il a refait des passages aux urgences. Et il est repassé à la santé. Et il s'est une fois de plus retrouvé aux urgences, avec cette fois-ci une perforation, hein, des hernies, un arrêt cardiaque et un état absolument critique. Le chirurgien sur place, malgré des avis contraires, a choisi de le réanimer. Et contre son avis, puisqu'il était dans le coma, il lui a enlevé les hernies. Donc il lui a enlevé à peu près les 3/4 de l'estomac. Et donc ce monsieur s'est retrouvé au BRR dans une situation désespérée. Et il s'est remis. Et c'est pas rien, hein, parce que moi je suis allé le voir. Comme il refuse de payer toute mutuelle, en sortant du BRR des soins intensifs, il ne pouvait pas aller à la maison de repos et de convalescence. Et donc il a été accueilli à la santé pendant 4-6 mois. Alors, avec un quart d'estomac restant, il s'est nourri avec des petites miettes. Et il a petit à petit réappris à vivre en nous engueulant copieusement quand on faisait le ménage dans sa chambre et qu'on jetait des papiers ou des serviettes. Et bien cet homme, contre toute attente, il s'est complètement remis. Et là, actuellement, il a racheté une voiture, je crois qu'il a acheté un espace. Et il continue à trafiquer les pièces détachées. Et les hernies sont en train de repousser. Voilà, mais il va bien. Voilà. Je ne sais pas s'il reste, je ne me chronomètre pas moi. Il reste encore du temps. 10 minutes, très bien. Je pense que le mieux, c'est que je vous parle un petit peu de personnes comme ça, sur lesquelles, effectivement, on a toujours été présent. Hein. Ce qu'il faut retenir, que ce soit les travailleurs sociaux, que ce soit des bénévoles, que ce soit des associatifs, des infirmiers, on a toujours été présent près de ces personnes. Je me suis mis quelques noms, là, quand même. Alors, je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelait Jean de La Fontaine, qui faisait la Manche à Saint-Georges. Monsieur, un très bel homme, hein, avec une belle carrure, hein, avec un alcoolisme excessivement important et avec un comportement morbide tout aussi étonnant, vous allez comprendre. Donc on a commencé à travailler avec cet homme qui avait des plaies diverses et variées, qu'il entretenait, qui grattait, qui refusait de soigner, qu'il exhibait pour avoir de l'argent. Bon, un jour, cet homme a pris feu dans ses cartons. Il s'est retrouvé au service des grands brûlés de Rangueil. Et donc, il a été brûlé sur à peu près un tiers du corps. Donc, il est resté en réanimation pendant 3 mois. Grosse réanimation lourde, hein, avec greffe de peau et avec un travail des plasticiens qui a été remarquable. Donc, il s'est complètement remis, lui aussi, à ce moment-là. Et donc, effectivement, à sa sortie, il lui a été expliqué que, puisque là, avec les greffes de peau qu'il avait eues, il ne fallait surtout pas qu'il s'expose au soleil. Donc, il est retourné place Saint-Georges et il s'est mis torse nu pour s'exposer au soleil et pour faire la Manche. Donc, il a été rebrûlé sur ses... voilà. C'est au niveau des comportements. Je vous en parle parce que ça nous a beaucoup interpellés. On en a beaucoup parlé avec Nicolas. Parce que c'est des comportements qui sont excessivement étonnants. Cet homme également avait comme autre particularité de faire ses besoins sur lui et de se mettre au soleil, d'être entouré de mouches. Et de se laisser décrépir et de tout refuser. On a continué à aller le voir, à discuter. Il était très accueillant. Il nous est arrivé de l'amener aux urgences avec notre voiture, avec les vitres ouvertes, tellement l'odeur était insoutenable. On l'a amené aux urgences, je crois, moi je l'ai amené 2-3 fois aux urgences dans des états indescriptibles. J'ai vu des médecins ou des infirmières partir en courant.
Et lui s'exhibait sans problème. Cet homme s'est cassé le col du fémur, il avait 42 ans. Donc il a été hospitalisé en traumato. Et ce qu'il a fait pendant son hospitalisation, puisqu'il a été mis sous équanile, il a squatté les comprimés d'équanile sans les prendre pendant 15 jours. Quand il y a eu 15 jours de comprimés d'équanile, il se les a avalés avec du Spitaderm, qui est la lotion avec laquelle on se désinfecte les mains. Donc il a été amené aux soins intensifs, il faisait des bulles bleues. Dans son même comportement, quand il est sorti de traumato après une rééducation excessivement difficile, il faut savoir qu'il avait fugué avec le fauteuil roulant et qu'on l'a retrouvé sous un pont. On l'avait ramené. Donc, quand on a négocié une place d'hébergement sur un foyer, à l'époque on n'avait pas la maison Goudouli ou d'autres, le foyer nous a dit, nous on veut bien le prendre, mais pas de problème d'incontinence. On s'est dit, c'est pas gagné. Hein. Donc on est allé voir Jean-Michel et on a dit, ils acceptent de te prendre, ils le connaissaient bien. Si tu ne présentes pas des problèmes d'incontinence, ces problèmes d'incontinence morbides, hein, parce qu'il n'avait aucune raison de l'être. Hein. Donc il a dit pas de souci, pas de souci. Il est arrivé le soir même sur le centre d'hébergement et au milieu de la salle à manger, il s'est pissé et chié dessus. Donc il a été exclu le soir même. Et le lendemain, je suis allé le voir et il m'a dit quand même, ils ne sont pas sympas de m'avoir viré. Bon. Donc il y a eu tout un parcours de vie. Il a été renversé par une voiture. Il s'est retrouvé le bras bloqué. Il a eu un trauma énorme au niveau de l'épaule où les nerfs ont été touchés. Donc maintenant, il s'est retrouvé avec un bras comme ça, les brûlures, le col du fémur, les problèmes d'ulcère variqueux. Donc cet homme que j'ai connu, qui était physiquement bel homme, hein, était devenu petit à petit une véritable ruine. Mais c'est vraiment le mot. Il s'est fracturé la clavicule, il est retombé, il est repassé par les urgences, ça n'a pas arrêté. Jusqu'à la fin où il était à la halte santé avant de décéder, il s'alcoolisait à l'alcool 90. Voilà. Il n'arrivait plus à parler tellement il avait les cordes vocales usées par le tabac et l'alcool. Et je vous dis l'alcool 90. Hein. Et il est mort dans son sommeil aux urgences de Rangueil. Il a été l'objet de synthèse, de réflexion. Il pourrait l'être encore, hein, par rapport à ce comportement. Dans ce qu'on pouvait lui renvoyer, de ce qu'on pouvait lui dire, lui était dans un déni de quoi que ce soit, dans une forme de, pas de délire, hein, mais dans une forme de refus de ce qu'il faisait et de déni. Voilà. On peut dire que là, on a été les témoins un petit peu de cette décrépitude, hein, mais l'équipe a été présente jusqu'au bout, que ce soit l'équipe mobile sociale, que ce soit l'Halte Santé, et on a essayé d'être présent avec lui et de l'accompagner dans ce parcours de vie. Voilà de qui je pourrais vous parler d'autre. Ah oui, d'une personne qui est encore vivante, que vous connaissez peut-être, hein, qui est souvent sur la place Jeanne d'Arc, et qui est souvent à la gare Matabio, hein, qu'on a accueilli à la maison Goudouli, mais maintenant qu'il fait beau, il est reparti à la rue, il a 68 ans, un monsieur de nationalité hollandaise, qui a toute une histoire de vie très, très, très particulière. Et donc lui qui a des caractéristiques très étonnantes, c'est un monsieur donc, qui communique uniquement en anglais, qui est excessivement délirant, qui a une parano contre tout ce qui est allemand, mais farouchement. Après, quand on connaît son histoire, on peut comprendre. Et qui a une double caractéristique, c'est que ça fait à peu près des années, ça va bien faire 20 ans, qu'il n'a jamais dormi dans un lit. Et qui n'a jamais dormi allongé, surtout. Donc le corps est soit assis, soit debout. Et donc cet homme qui porte plusieurs épaisseurs de manteau et un bonnet avec de la fourrure, y compris le mois de juillet et le mois d'août, s'enveloppe ses jambes et ses pieds dans des sacs plastiques, mais des bottes en plastique, et noue tout ça. Et cet homme, à force de rester debout et assis, a toute la lymphe qui s'est mise à stagner dans les jambes, donc il a les jambes comme ça, des poteaux, et il fait des plaies. Et il fait cuire ses jambes et ses pieds dans ses bottes. Hein. Et à la fin, effectivement, on en arrive à des plaies qui sont très spectaculaires, elles aussi, et qui occasionnent un séjour aux urgences,
puisqu'il ne nous appelle qu'à partir du moment où il ne peut plus marcher. C'est-à-dire il attend le seuil où il n'est plus en capacité d'être autonome. Il appelle le 115, qui nous appelle, et on va le voir et on l'amène aux urgences. Il a passé 6 mois sur la maison Goudouli, et pendant 6 mois, là par contre, ça s'est excessivement bien passé. Il avait des pantoufles, et comme bon, il a des problèmes de, comment dire, d'ablution et de rituel, c'est un homme qui, quand il va à la salle de bain, il reste 1h30 à faire couler l'eau. Et donc, à force de faire cette hygiène de vie, il n'avait plus aucune plaie au pied, plus rien. Et donc, on était ravis. Et dès que les beaux jours sont arrivés, il est reparti à la rue. Et là, actuellement, il est en train de faire cuire ses pieds jusqu'à ce qu'on soit obligé d'aller aux urgences. Alors, on passe le voir, hein, on discute avec lui, on lui demande comment ça va, comment vont ses pieds. Il lui dit « good, good, good ». Il n'y a aucun souci. Donc, vous voyez un comportement très atypique et un positionnement de notre part où on passe le voir à peu près 2-3 fois par semaine et où on discute avec lui de plein de choses, hein, un peu délirantes, certes. Hein. On ne lui parle jamais d'Allemagne, surtout pas. Jamais de BMW. On lui amène du chocolat de temps en temps. Il accepte toutes les marques de chocolat sauf le Lindt, qu'il associe à la nationalité allemande. Donc on lui amène du poulain. Et on essaye d'avoir un petit peu cette permanence de lien, cette permanence bienveillante dans la relation avec lui. J'espère que bon, mais voilà, les pieds ne vont pas reprendre les mauvaises tournures et que bon, il reviendra sur la maison Goudouli cet hiver, où il a toute sa place. Hein. Voilà. Donc vous voyez un petit peu, je vais vous donner des exemples assez frappants, assez spectaculaires, hein, dans ce qu'on peut être témoin. Et il y a une posture professionnelle qui est excessivement difficile, particulièrement pour des soignants. C'est justement d'être confronté à des tableaux comme ça, et d'être confronté à des gens qui refusent de se soigner, qui non seulement ne se soignent pas, mais qui se maltraitent. Et effectivement, dans la posture qui est la nôtre, dans l'écoute qui est la nôtre, on est prêt à embrayer sur tout accompagnement médical ou social, mais plus on voudra le précipiter avec ces personnes, moins on sera opérationnel. Et donc effectivement, il y a un gros travail, mes collègues travailleurs sociaux ne sont pas exempts de ce côté-là, sur la frustration qu'on peut ressentir devant des personnes effectivement qui auraient besoin d'eux, de par nos yeux, mais que eux disent qu'ils n'ont pas besoin. Voilà, donc tout le travail à peu près qui est fait par rapport à ça. On a une personne actuellement en fin de vie à la haute santé qui est sous morphine, mais qui continue à aller picoler dehors et à faire sa manche, place des Ormeaux. Je pense que toute autre personne serait en soins palliatifs ou en soins médicaux. Lui arrive à avoir une farouche énergie parce que ça le tient debout, parce qu'on a pu le remettre en lien avec sa famille, parce qu'il est bien à la haute santé et parce qu'il est pris en charge au niveau de la douleur. On a mis en place un protocole pour les veilleurs de nuit et pour les équipes quand elles sont seules, justement avec des signaux d'alarme, avec des appels de téléphone pour les soins palliatifs. Et cet homme-là, il y a à peu près un mois, nous a fait un couscous pour à peu près une trentaine de personnes. Couscous 120, hein. C'est dommage. Et voilà, il arrive encore à trouver cette énergie-là, et c'est assez étonnant par rapport à ça. Mais le fait qu'il soit un peu accueilli, qu'il soit comme chez lui un petit peu sur ce dispositif, que la souffrance physique soit prise en compte, et que, bon, mais voilà, il y a tout cet étayage autour de lui, mais il continue pour le moment, jusqu'à ce que, hein, évidemment. Mais le matin, il part, il va à Place des Ormeaux, il va faire sa manche, il s'achète son pinard ou sa picole, et, voilà, et il rentre le soir. Et donc, on a cet accompagnement, là, qui est quand même un peu plus médical, mais on a toute cette bienveillance, cette tolérance, hein, qui fait que ça tient. Il est évident que les cadres classiques des dispositifs sanitaires ou des dispositifs sociaux ne tiennent pas avec ces comportements-là. Donc une fois de plus, hein, toutes les difficultés, c'est de convaincre des équipes à déroger, puisque c'est une des règles, hein, avec ces personnes, hein, c'est qu'il faut faire autrement. Donc trouver des lieux qui dérogent. Hein. Et justement, je vous en ai pas trop parlé, mais la maison Goudouli, là, qui est à côté du pont des Demoiselles, accueille actuellement 20 personnes. Et effectivement, 20 personnes qui ont ces caractéristiques. Et dont le projet de service est effectivement de faire un accompagnement jusqu'au bout, en lien justement avec tous les réseaux qu'on a pu tisser
avec tous les dispositifs des soins palliatifs. Hein. Il faut savoir que les soins palliatifs sur le département, c'est pas que Joseph Ducoing, loin de là, hein, puisqu'il y a des lits de soins palliatifs sur les hôpitaux de Toulouse, il y a des lits de soins palliatifs à la Gardelle, il y en a à Monnier, à Villefranche-de-Lauragais, il y en a à Pasteur. Donc effectivement, quand on travaille avec un réseau, on est à même de pouvoir orienter ces personnes sur des dispositifs adaptés, souples et dotés en personnel, et où justement, voilà, il y a une prise en charge qui est tout à fait différente des dispositifs classiques. Après, voilà, nous, dans notre travail, les fugues des hôpitaux, les sorties contre avis médicaux, ça fait partie, pas de notre quotidien, mais presque. Et effectivement, là aussi, quand les personnes sont hospitalisées, on se déplace sur des services de soins et on essaye à la fois de faire tenir la personne que nous suivons et de faire tenir les équipes, justement, qui s'occupent de la personne. Voilà. Merci. Moi, je vous en prie. Peut-être ça serait intéressant que Damien fasse son intervention à la foulée, dans la mesure où Pierre a abondamment parlé aussi du travail de l'équipe mobile sociale. Et Oui. donc ça pourrait s'inscrire dans cette logique-là, comme ça la discussion revoit. Donc je me présente, donc je suis Damien, j'ai fait un stage dans le cadre du master éthique, donc master 1 donc, au Mirail ici. Donc j'ai eu un stage à faire de 25 heures qui s'est déroulé sur plusieurs semaines, qui s'est allé sur un mois. Donc je l'ai fait avec le psychiatre Nicolas Velu. Et j'ai suivi, donc si ça s'est allé en fait, c'est parce que j'ai suivi avec Nicolas Velu, j'ai suivi des équipes de travailleurs sociaux qui avaient des caractéristiques, on va dire, relativement différentes. C'est-à-dire qu'il y avait les travailleurs sociaux que moi j'ai vus. Donc on peut les mettre très schématiquement, on peut les mettre en 3 groupes. Il y a les travailleurs sociaux qui résident qui travaillent dans un même lieu, dans une même institution ou un même organisme. Donc eux ils font généralement de l'accueil et donc ça voilà, donc ils font généralement de l'accueil et c'est pour des démarches administratives et quand une demande est explicitement ou non est formulée. Donc deuxièmement, après il y a les travailleurs sociaux dans les foyers d'hébergement, dans les centres d'hébergement. C'est encore, je pense, quelque chose de différent. Surtout à Goudouli, où là il y a les travailleurs sociaux, comment dire, quand ils travaillent 24 heures sur 24, je pense que c'est vraiment un travail hors démarche administrative, etc. Je pense que c'est quelque chose encore de très différent, bien qu'on soit toujours dans du lien social, ça va de soi. Et troisièmement, il y a l'équipe mobile sociale qui est moi je trouve que c'est un travail complètement différent parce que c'est pas de l'accueil, on va au devant, c'est ce qui a été dit par Pierre. Par Pierre. Ça suffira. Donc, où là c'est du travail de maraude où on va au devant et on va essayer de créer une attache et de créer du lien. C'est-à-dire que là on n'est pas en attente d'un lien ou en attente d'une personne qui va venir. On va vraiment au devant. Donc il y a d'une part les travailleurs sociaux dans ces réunions et il y a d'autre part Nicolas Velu, le psychiatre, qui vient avec muni de ses compétences de clinicien. Donc je voudrais rapidement rendre, je ne sais pas si on peut appeler ça pour rendre justice aux travailleurs sociaux, mais expliquer leur travail, mais essayer de voir la différence de regard qu'il peut avoir entre un psychiatre et des travailleurs sociaux. Donc on pourrait croire à l'entendre comme ça que le psychiatre il arrive à la réunion muni de toutes ses compétences et que les travailleurs sociaux ne sont pas forcément munis
des mêmes compétences, en tout cas théoriques, et que le savoir des travailleurs sociaux serait un à peu près, ou il viendra avec des imprécisions sur ce qu'ils font ou sur ce qu'ils font. Et en fait, les travailleurs sociaux, ce que moi j'ai trouvé dans ces réunions-là, c'est qu'ils ont de réelles compétences et ils sont réellement professionnels dans le sens où ils connaissent vraiment leur public. Ils connaissent leur mode de vie, parfois leurs histoires. Ils connaissent aussi leur mode de pensée, ils connaissent leur détresse, etc. etc. Et donc le travail du psychiatre ne vient se brancher que sur des savoirs déjà établis. Donc c'est les travailleurs sociaux, un regard assuré, un regard d'expérience et un regard révisé sur ce qu'ils font, et d'autant plus quand ils sont infirmiers ou autres. Donc je vais essayer d'expliquer le pourquoi de la psychiatrie dans ces réunions en 3 points. Dans le premier point, c'est que donc on vient de voir par les cas que vient de nous exposer Pierre, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont la plupart du temps des troubles psychologiques, des troubles affectifs de par leur histoire, et qui donc justifient, ou en tout cas expliquent, qu'on puisse avoir recours à un psychiatre pour essayer de comprendre ce qui se passe avec ces personnes. Ensuite, dans ces réunions, on parle de personnes, donc de cas, et on essaie de comprendre des fois pourquoi, à un moment T, pourquoi cette personne a changé de comportement. Pourquoi une personne décide de ne plus parler à un travailleur social, par exemple. Pourquoi et qu'est-ce qui se passe dans ce trouble-là, ou dans cette attitude qui n'est pas... comment dire, dans une attitude qui est un peu... Enfin, on pourrait dire ça. Voilà, pourquoi cette personne tout simplement a changé de comportement alors qu'elle n'avait pas de soucis jusqu'à ce moment-là. Et ensuite, donc c'est le 3e point, dans ces réunions, on essayait de comprendre la relation qu'il peut avoir entre un travailleur social et une personne précaire. Qu'est-ce qui se joue dans cette relation ? Pourquoi son attitude à mon égard a changé? Pourquoi il me demande ça avec insistance? Quelle attitude je dois adopter à son égard? Où suis-je dans mon rôle si je poursuis mes démarches avec elle? Voilà. Notamment par exemple, si je poursuis les démarches pour changer de nom alors que je sais que c'est pas possible, est-ce que je suis dans mon rôle, ou est-ce que je poursuis cette personne dans son délire d'une certaine manière? Donc ça, c'était la relation la question du pourquoi de la psychiatrie dans ces réunions. Maintenant, je vais essayer d'expliquer ce qui s'y passe. Et pour cela, je vais essayer d'expliquer un peu ce qui se passe dans ces réunions. Une fois de plus, ça va être très schématique, puisque ces réunions sont, comme je l'ai dit au début, sont des travailleurs sociaux qui sont relativement différents entre eux, donc les réunions n'ont pas du tout la même allure en général. Donc les travailleurs sociaux en général se présentent la plupart du temps avec
avec un carnet où ils ont pris des notes et sur lequel ils s'en servent de support pour raconter des histoires de vie. Donc ils présentent une difficulté relationnelle, donc un mal-être d'un précaire. Et le rôle du psychiatre, c'est, si je l'ai bien compris, consiste en une phase d'écoute du cas exposé. Et après cette phase donc d'écoute, une phase avec des questions assez courtes pour essayer de cerner l'enjeu de ce qui se joue, pas du problème, mais de la situation de la personne qui est en difficulté. Donc comme c'est un travail de groupe, il n'y a pas de jugement hâtif, de jugement absolu sur une situation, ou de jugement précipité. Et donc on essaie de déterminer dans ces réunions les facteurs affectifs, les facteurs environnementaux, donc liés au logement ou au foyer, liés à l'histoire qu'ont ces personnes, qui peuvent expliquer un changement d'attitude d'une personne. Maintenant, je vais parler du rôle plus explicitement du rôle du psychiatre comme tiers, puisque dans ces réunions, je trouvais que le psychiatre a un rôle tiers. Pourquoi un rôle tiers? Parce qu'il intervient entre le travailleur social et la personne précaire, la personne dont on parle. Donc le psychiatre intervient avec un regard extérieur, un regard sans attache entre trois paires de guillemets, sans attache parce qu'il n'est pas parce qu'il n'est pas touché parce qu'il arrive à ces personnes, mais parce qu'il n'y a pas de lien direct, ou en tout cas avec quelques-unes de ces personnes, de lien direct avec la personne évoquée. Ce qui est sûr, c'est que ce tiers fonctionne tout simplement parce que les travailleurs sociaux posent une ou des demandes à l'endroit du psychiatre. Il est totalement inclus, sa voix est attendue et écoutée. Pas comme le Messie, bien entendu, mais précisément dans son rôle de tiers. C'est dire qu'elle porte, elle a une réelle portée comme écoutée parce que justement elle apporte, elle instruit en tant qu'elle a donné sens à ce qui parfois en est dépourvu. Dépourvu de sens justement. Et pour terminer, je voudrais illustrer rapidement le cas d'une personne qui a été évoquée avec les travailleurs sociaux des tutelles au CCAS, ça c'est au Centre communal d'action sociale à Toulouse. Donc c'est une personne qui a été mise sous tutelle depuis 1988, ou en tout cas qui est en relation avec ce travailleur social depuis 1988. Donc on peut imaginer la confiance qu'il y a entre ces deux personnes. Donc la personne en question, elle a 57 ans. Donc on imagine la stabilité de leur relation avec cet âge-là. Donc cette personne rend visite une fois par mois au travailleur social, jusqu'à que cette personne, un jour, prévienne le travailleur social qu'il n'ira plus voir et rendre visite à ce travailleur social. Il formule aussi la demande que son argent de poche soit doublé. Ça c'est une parenthèse. Mais surtout, il refuse catégoriquement de voir le travailleur social et de lui parler. Donc, il se pose ici la question, de cette rupture à un moment T, d'autant que la personne en question refuse toute explication à ce sujet. Il ferme la porte au travailleur social
cette personne a un logement, et donc il refuse catégoriquement d'expliquer la raison de cette rupture. Voilà. Merci Damien. Bon, bah, écoutez, on a un bon quart d'heure pour réagir. Il y a des questions. À l'heure de la digestion. Mais pas du tout. On les a assommés. Mais c'est une pratique clinique très dure au quotidien dont vous avez témoigné ici. On voit que vous avez affaire à en tout cas peu de sujets, en tout cas ce qui reste du sujet, au fond. Puisqu'au fond, on a l'idée d'un débranchement assez radical de l'autre et d'une position un peu d'objet déchet. Objet déchet d'un système, objet déchet qui n'a plus pour se soutenir qu'une identification peu propice au rebranchement, qui n'a plus qu'un refus délirant de soins à sa disposition pour consister. Et ma question est la suivante. Vous avez sans doute affaire dans votre travail quelque chose de l'ordre du délire, souvent hors sens, ou en tout cas tant qu'il y a du délire, on reste à peine dans le sens et puis il n'y en a plus. Donc certainement, au niveau clinique, à des mélancoliques et à des paranoïaques. Ça doit être un peu le tournant de votre clinique. Parce que c'est l'idée que je m'en fais. Vous critiquerez, vous direz votre avis. Voilà. Alors, ma question est la suivante. Vous devez inventer au quotidien une intervention originale, adaptée à chaque cas, et qui dépasse un peu la législation en vigueur. C'est ce dont vous avez témoigné. Il faut bricoler individuellement pour arriver à ce que la bouteille de rouge passe la porte de l'hôpital, enfin, du lieu d'accueil. Il faut faire accepter des singularités qui, normalement, sont interdites par les règlements d'ordre intérieur, et vous y arrivez. Alors, ma question est double. C'est comment, d'un côté, vous arrivez à convaincre l'autre avec un grand A qui les a quelque part. Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre de croire encore un peu en l'autre, et donc, ça pas se débrancher totalement. Et de l'autre, quel est le moment où vous voyez ce point de bascule, ça vous en avez un peu parlé, mais j'aimerais que vous en disiez plus, où ils acceptent de se rebrancher à minima quand même, quoi. Donc, voilà, pour essayer de la rassembler, comment est-ce que vous faites avec l'autre de la loi et avec l'autre du délire? C'est ma question. Wow. Bon, effectivement, les quelques signifiants sous lesquels vous rangez cette pratique clinique sont bien vus, hein, à ceci près qu'ils ne viennent rien renseigner du côté de la structure. Vous l'avez dit. Voilà. On n'en sait rien. Et tous les exemples dont on a parlé, dont on pourrait tirer des diagnostics, hein, en fait, il faut bien se garder de le faire parce qu'on s'aperçoit que le diagnostic, il varie suivant le cadre. On aurait des histoires à vous raconter moi, une histoire frappante d'une dame qui, à la rue, se mettait des oiseaux dans le vagin. Vous voyez ? Et qui a eu toutes les peines du monde à être admise aux urgences psychiatriques, et qui a eu toutes les peines du monde à ce qu'on lui pose un diagnostic X compatible avec une hospitalisation. Alors que quand même, vous n'allez pas me dire que le symptôme n'évoque pas quelque chose de psychiatrique. Hein. Alors, je saurais, moi, pas trop quoi vous dire sur un plan, enfin, du côté d'une théorisation de ce point de bascule, à la fois du côté de l'autre de l'institution, comme ça, qui se met à... c'est quelque chose de tout à fait empirique, mais je crois que c'est ça l'essence même de mon travail. L'essence même de mon travail, c'est peut-être d'aider l'autre à continuer à espérer là où il n'y a plus d'espoir, là où il n'y a que désespérance, là où il n'y a que un rapport mélancolique à l'autre. Hein, voilà.
Pardon? Les espérances. Des errances, oui, tout à fait. On voit le lacanien poindre. Ouais, non, il ne voit pas, il est massif, il est de la pièce. Oui, 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 je l'entends tout à fait. Voilà, ce dont Damien a tenté de témoigner, c'est effectivement d'un travail patient de tissage d'un discours commun dans un rapport transférentiel à moi. Hein, c'est là que j'interviens en tant que tiers. Discours sur l'autre, mais discours dans lequel l'autre précaire viendrait se prendre ou se déprendre, dire oui, dire non, dire merde, mais dire quelque chose, là où le précaire précisément ne dit plus rien. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, et bon, c'est le travail aussi hein, que j'essaie de mettre en œuvre à l'EMS. Hein. Même si le transfert est négatif à votre égard? Bah, le transfert est rarement négatif à mon égard du côté des équipes. Enfin, voilà. Mais pour les soigner? Ah, mais pour les soigner, ce sont en général des gens que je ne rencontre pas. C'est ça. D'abord, oui, des soignés, on peut dire soignés au sens où ils sont l'objet du soin d'un autre, mais du soin dans une acception anglo-saxonne, hein, c'est précaire. Hein, voilà. Mais ensuite, enfin, j'en rencontre d'autres en tant que psychiatre, mais pas dans cette fonction tierce dont Damien parlait. Voilà, j'ai pu aussi, ce qui pose d'ailleurs certains problèmes hein, pour moi de rencontrer, il m'arrive par exemple de rencontrer, d'avoir en soins, que ce soit des soins psychiatriques tout à fait classiques avec prescription de neuroleptiques, ou d'avoir parfois hein, d'ailleurs des moments de psychothérapie véritables avec des gens dont par ailleurs je peux entendre parler dans d'autres lieux et dans d'autres termes. Hein. Ce qui rend les choses assez complexes. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait empirique, mais ce que je sais, ce dont je peux te témoigner, c'est que à faire vivre cette dynamique-là, eh bien, il y a quelque chose du sujet qui, à un moment donné, vient se prendre. Voilà. Par un autre de synthèse, finalement, un autre de substitution. Oui, par une sorte de transfert par procuration, enfin, je ne sais pas. Il faut insister. C'est-à-dire Vous avez très bien décrit la manière dont parfois vous allez 2, 3, 4, 5, 6 fois et puis finalement... Il faut proposer à un moment donné et après il faut être présent et ne pas insister trop justement. C'est ça. Parce qu'au bout d'un moment la personne elle sait très bien qui on est, elle sait très bien ce qu'on peut proposer et il faut... le tout c'est d'être un moment clé où il se passe quelque chose. Alors c'est soit un déclic, soit une rupture, soit un symptôme physique, soit une souffrance. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent se saisir de nous. C'est pour ça qu'on parle de permanence du lien dans la relation avec l'autre. Voilà. Après, ce que vous avez évoqué tout à l'heure et ce qu'on peut observer, parce que ce qu'on avait besoin, nous, c'est de trouver un lieu qui accueille ces personnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais sur de la longue durée, puisqu'on n'avait aucun dispositif de cet ordre-là. Et justement, l'expérience qui se fait sur la maison Goudouli, on a maintenant 1 an et demi de recul. Et effectivement, bon, en dehors de la personne qui est décédée, hein, mais qui a eu quand même un regain de bien-être. Hein, et, cet homme, par exemple, à Noël, est allé faire le Père Noël dans un squat où il y avait des familles, il y avait des étrangers, des enfants, et a vécu des grands moments de bonheur. Mais ça, il n'aurait pas pu le vivre s'il avait été à la rue. Mais on peut observer, alors, on ne va pas parler de mieux-être, mais peut-être de moins mal-être. Il y a quand même des choses qui se passent. Parce qu'après, justement, quand on a des gens qui commencent à retrouver un rythme de sommeil, un rythme de repas, la sécurité du lieu, la fin de l'angoisse d'être foutu dehors, un cadre plus souple, rentrer bourré, pas être foutu dehors, pouvoir boire sur la structure de manière encadrée, boire à table. Parce que les sans-abri, ce sont les seuls qui ne boivent jamais à table, à part au restaurant, quand ils peuvent se le payer. Dès qu'ils sont dans des centres, c'est interdit. Donc on observe quand même effectivement des choses intéressantes. Après, on a pu organiser en lien avec des collectifs militants des week-ends à la campagne. Et on voit des moments où ils retrouvent du bonheur. Et ce qui n'a pas été intégré et très clairement dans les dispositifs classiques, médicaux et sociaux, c'est la dimension ludique et c'est la dimension un petit peu qu'ils ont besoin aussi d'avoir des vacances. Eh oui. Et effectivement, quand on vit ça avec eux,
Et ben, on vit des bons moments. Hein. Moi, parce que bon, je faisais que de l'infirmier, j'en aurais marre. Mais effectivement, par contre, il faut effectivement rendre la chose possible. Et pour rendre la chose possible, ça n'a pas été simple. Parce que la maison Goudouli, elle est née d'une occupation illégale. Voilà. Donc effectivement, il y a des cadres qui sont excessivement... il faut décloisonner. Faire autrement. Et il faut convaincre. Après, eux aussi, ils ont besoin de temps. Mais après, on a recasé 2 personnes quand même. Un appartement et un en famille. Et ça aurait été impensable s'ils n'avaient pas pu se poser 6 mois, 1 an, quelque part. Et avec les tolérances qui sont les nôtres. Ça, c'est important, effectivement, à souligner, c'est que ça procède quand même toujours à un moment ou à un autre d'un forçage institutionnel. Hein, voilà, une occupation illégale, un psychiatre qui était illégalement employé, je dirais presque, parce que moi je suis PH et en tant que PH, j'aurais pas grand-chose à foutre dans des squats ou même auprès de travailleurs sociaux. Hein. Les PH, on les aime bien derrière des bureaux dans des CMP, à signer les ordonnances. Voilà, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la distorsion ou du bricolage au sens de Lévi-Strauss, quoi. C'est vraiment quelque chose. Il faut pervertir l'usage, hein, tordre quelque chose pour lui donner un autre usage. Et là, voilà, l'angle change et des choses apparaissent. D'autres réactions? J'avais vraiment une question, mais plus une réflexion à voix haute et sous forme un peu d'association d'idées. Je suis très sensible à la dimension de travail de réinscription symbolique d'un sujet là où il y a eu mort, mais où il n'y a pas eu mort. Enfin, c'est un non-lieu. Il n'y a même pas eu d'événement. Et donc ce travail d'élaboration après coup, qui fait que une vie aura quand même eu lieu, il faut presque le dire au futur antérieur, pour penser la temporalité de la chose, m'interroge sur cette dimension également politique, et Nicolas était à la fois intéressé et intrigué par le fait que vous avez évoqué la dimension politique ou les effets politiques de ce type de disparition, mentionnant notamment les réactions sous forme d'angoisse un peu diffuse comme ça dans le quartier, sous forme de prolifération de l'appel au 115, etc. Et tout en concluant votre présentation par une précaution, surtout, on ne fait pas de politique et on n'a pas d'ambition à l'intervention politique. Quoique. C'est peut-être pas politique dans le même sens. Hein. Voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup de proximité, au moins dans le questionnement de départ par rapport aux réflexions qui sont menées notamment aux États-Unis et dans la séquence post-11 septembre. Mais en réalité, je pense que c'est des questions qui traînent chez eux au moins depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans qu'ils sont en guerre. Donc forcément, ces genres de questions doivent se poser de façon très urgente pour eux. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui circulent aussi dans le travail que vous avez présenté là, autour de la question des nécrologies. Et la façon dont le déni de certaines morts forcément produit un effet de réflexivité critique sur nos propres catégories ou nos propres normes, qui sont à la fois des normes anthropologiques et des normes politiques, où c'est vraiment le degré zéro de la normativité, où l'anthropologique et le politique collusionnent complètement, de savoir qu'est-ce qu'on considère comme une vie. Alors, les prolongements les plus lointains, c'est quelles sont les vies pour lesquelles on est prêt à revendiquer, à lutter, à s'organiser, etc. Ça serait la dimension politique, etc. Mais le fond et le degré zéro, encore une fois, c'est d'abord qu'est-ce qu'on est prêt à considérer comme une vie. Et l'idée, par exemple, de Judith Butler, toute la question de nécrologie, qui sont aussi celles que vous avez évoquées là, je crois, relève de cette dimension-là. D'abord, une vie, c'est ce dont on porte le deuil lorsqu'elle a disparu. Et finalement, les situations extrêmes que vous avez évoquées là, c'est justement des vies qu'on ne considère même pas comme des vies, puisqu'on n'en porte pas le deuil. Les vies sont des travail consistant à reconstruire en quelque sorte du deuil, et donc après coup à dire s'il y avait une vie là.
c'est comme ça que j'entends disons, cette dimension politique, non politique. Enfin, des penseurs contemporains diraient c'est une dimension impolitique. C'est une sorte de bordure comme ça où on voit pas bien les types d'organisation, de politisation au sens rapport de force, rapport de pouvoir engagé, etc. Mais qu'on ne peut pas non plus mettre complètement hors du champ politique. Hein, et donc c'est un geste d'humanité et avec une dimension morale que vous avez évoquée et qui est évidemment très forte. Je crois que c'est quand même aussi une dimension politique en ce sens-là. Ou son degré zéro. Oui, je connais Butler, mais je ne l'ai pas lu là-dedans. Je crois comprendre un petit peu ce que vous dites là. Il me semble effectivement que cette dimension politique, elle se pose quand on se pose la question du traitement du corps, quoi. Le traitement du corps, qu'est-ce que c'est que ce corps? Est-ce que c'est un objet déchet? Est-ce que c'est le témoin d'une existence? À qui appartient ce corps? Est-ce que ce corps est quelque chose de tout à fait privé? Parce que là, ça rejoint cette dimension-là. On pourrait se dire que les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, de leur corps, que ça ne regarde qu'eux, et leur mort ne regarde qu'eux. Point final, on passe à autre chose. Non. Il nous semble, nous, qu'il y a quand même une réinstitutionnalisation du corps et à travers ce corps, l'existence dont il vient témoigner dans un champ politique. Voilà. Le corps, le corps et l'existence qui va avec, c'est une goutte de vie et il faut toutes les gouttes pour que l'océan soit ce qu'il est. Voilà. Non, je ne sais pas si ça rejoint votre réflexion. Ceci étant, ça m'intéresserait d'avoir quelques références bibliographiques. Oui, je pensais au bouquin de Butler, Vie précaire. C'est quoi le pouvoir de la violence? Non, violence, c'est Oriane qui fait ça. La violence c'est le deuil après le 11 septembre. Le pouvoir de la violence et du deuil après le 11 septembre, quelque chose comme ça. D'accord. Publié aux éditions Amsterdam. C'est pas ce qui fait une vie. Il y a aussi ce qui fait une vie, mais je trouve les analyses les plus développées sur la question de la nécrologie, je trouve aussi, oui, ce qui fait une réflexion sur la normativité, telle qu'on est obligé de la repenser à partir du deuil et des deuils non seulement ratés, mais fort lourds en fait. Ouais. Là où Voilà, c'est ça. il n'y a même pas eu de. Voilà. C'est ça le problème, c'est que ça vient s'accumuler dans un non-lieu et ça va nous retomber sur la gueule, quoi. Voilà. Absolument. Enfin, là, c'est vrai que c'est la dimension qui presse pas le plus immédiatement, ou dont on ne voit pas peut-être dans une échéance proche, à moins de faire la catastrophe fiction à partir de ce que vous avez dit, mais dans la réflexion de Butler, c'est très clair. C'est ces morts déniées dont le deuil n'est pas fait ne disparaissent pas. Enfin, ces non-lieux sont d'une certaine façon encryptés, ils sont inclus et produisent des effets retours de mélancolisation, et aussi des formes paranoïaques, des formes de déni de la vulnérabilité, non seulement qu'on produit, mais qu'on subit aussi. Qui produit effectivement des compensations collectives qui peuvent être très meurtrières. Très intéressant. Bien. Est-ce qu'il y a des réactions après coup? Moi, ça m'a fait penser un petit peu les réflexions qu'on peut avoir dans la prise en charge de l'anorexie, par exemple, pas du tout au niveau du deuil, mais du corps, par exemple, le forçage aussi. On ne peut pas forcer l'anorexique à manger, les contrats ça ne marche pas. Et il y a des personnes qui disent on ne peut pas les protéger contre elles-mêmes. Enfin, je dis elles parce que moi j'ai fait ça des filles. J'ai travaillé. Il y a un problème on ne peut pas prendre en. Il n'y a pas de loi qui protège la personne si elle saute inutile, si elle se fait du mal. À elle-même, elle a le droit de le faire. Et ça, c'est contre un peu notre façon de voir. On doit apporter soin à l'autre. Donc, je pense que ça remuait un peu ça aussi. Les mêmes questions sur la prise en charge. Il n'y a pas de demande. Ah ouais, non, mais enfin, des fois, si ça arrive. Enfin, il y a quand même un cadre légal minimal, enfin j'en parle en tant que psychiatre, qui autorise quand même à quelqu'un, qui autorise à la force publique de disposer de quelqu'un quand ce quelqu'un se met en danger ou met en danger son entourage, par exemple. Donc il y a un cadre légal, on ne peut pas faire ce qu'on veut de son corps ou du corps des autres. Ceci dans certaines conditions.
à condition qu'il existe des processus abolissant tout ou partie de la responsabilité, enfin, selon les textes de loi. Ensuite, voilà, toute la difficulté consiste à faire émerger une demande, là où on ne demande plus rien. Mais effectivement, là, la question de l'anorexie est assez intéressante, parce que ça vient poser la question du désir. L'anorexie, enfin, qu'est-ce que c'est que l'anorexie mentale? C'est j'ai faim et je ne mange pas. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Comme là, j'ai voilà. mal, je souffre, mais je veux pas me soigner. Oui, voilà. Donc ça vient mettre quand même, ça vient brandir. Enfin, c'est des formes. Enfin, si on en parle, c'est aussi que c'est visible, parce qu'il y en a beaucoup pour lesquels, il y en a beaucoup pour lesquels c'est invisible aussi. Hein. Il n'y a pas cette dimension démonstrative du symptôme, hein, qui vient témoigner de quelque chose. Ou alors c'est peut-être pas un symptôme non plus. Hein, voilà, mais enfin, la comparaison me semble assez intéressante. Ouais. Moi, je pense qu'il y a d'intéressant, c'est le travail que vous faites dans le lien. Hein. Vous avez souvent utilisé ce terme, hein. C'est-à-dire aller voir quelqu'un, même s'il n'y a pas de demande. Parce que c'est vrai que classiquement, je dirais, dans le champ analytique, on commence à travailler à partir de la demande. Alors, quand il n'y en a pas, et évidemment, il y a quelque chose souvent qu'on n'analyse pas, à mon avis, assez pensé, c'est la question du lien. Et le fait de pouvoir aller voir quelqu'un sans forcément lui demander quoi que ce soit, mais discuter de football, comme on l'a dit, et qu'il y ait quelque chose qui s'installe quotidiennement ou une fois par semaine, comme je disais, et que petit à petit, il y a quelque chose comme un lien qui peut se créer. Et après, dans un deuxième temps, il peut y avoir éventuellement l'émergence d'une demande. Oui. C'est la première étape. Moi, je travaille surtout avec des psychotiques, des schizophrènes, et c'est vrai que il y a un premier travail d'élaboration qui est juste, parfois même juste d'être là avec l'autre. Point. Et que ça soit supportable. Déjà pas mal. Voilà, c'est ça. C'est la gageure qu'on doit soutenir dans un premier temps. Quand la demande existe, on n'est plus du tout dans ce cadre-là déjà. C'est plus mon objet là. Par contre, je tiens à signaler quelque chose dont on n'a pas parlé, puisque vous faites référence à ça. Il y a quand même à Toulouse aussi une expérience très intéressante. C'est la boutique Solidarité. Il y a une psychologue clinicienne qui rôde là, alors que c'est pas du tout un lieu dévolu à ça. C'est un lieu les grands précaires viennent se poser un instant, des précaires, des grands précaires, enfin, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, mais enfin voilà, toujours est-il qu'il y a aussi une offre d'écoute qui peut être soutenue et qui peut être reprise de ce lieu-là, pour ensuite basculer sur un autre lieu. Il y a des bureaux, il y a voilà, et ça donne lieu à des travails psychothérapiques authentiques, hein, avec travail sur le transfert, bon. Mais voilà, ça peut venir s'accrocher dans des lieux complètement improbables comme ça. Mais justement, la question des lieux, hein, du non-lieu, ou alors de l'angle mort dans lequel vous allez voir finalement, puisqu'ils échappent au filet institutionnel. Je pense que là, il y a une question très importante qui est très politique, il me semble. Même si vous prenez des précautions sur l'usage politique du travail que vous pourriez faire, si j'ai compris. Notamment sur la possibilité aussi de constituer des lieux où disons, les règlements intérieurs qui régissent le lieu soient plus souples pour accueillir la singularité de la personne. Là aussi, par exemple, vous disiez, c'était très typique, le fait que le lieu que vous avez monté, au départ, est une action illégale, hein, une occupation sauvage, comme on dit. Et là, il y a aussi un geste politique, il me semble, pour faire un espace au rebut de ces personnes en errance, et qui est un accueil pour ces êtres singuliers. Et il me semble que si la psychiatrie a un intérêt, c'est dans la mesure où elle peut
ouvrir un espace pour l'autre singulier, aussi dérangeant soit-il, et même si personne ne veut le voir, et même si tous les dispositifs de l'État visent à conjurer, à écraser, c'est insupportable. Quelqu'un qui devient déchet, qui se laisse mourir, en fait, à petit feu. Hein. Et ça peut se faire aussi, à mon avis, hein, cette psychiatrie-là, qu'à l'interface, dans l'interstice, justement, où normalement on ne voit pas ces morts. Enfin, on voit pas ni ces lieux, ni ces morts. Hein, comme un refoulé, ce qu'évoquait Guillaume, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose là, d'écrasé, et en même temps qui est, du coup, certainement beaucoup plus présent qu'on ne le suppose. Oui, mais dès lors, je pense qu'on s'institutionnalise, et bien justement, ce refoulé disparaît instantanément. Et ces non-lieux, il convient de les ouvrir toujours dans la conflictualité. Et l'expérience semble montrer que c'est comme ça que ça fonctionne. Ce lieu-là, dont parlait Pierre Goudouli, s'est créé suite à un acting out, hein, voilà, une occupation de squat, mais des lieux comme ça, enfin tous les lieux traditionnels de l'hébergement toulousain, à peu près tous, se sont créés comme ça, dans des acting out, et ces lieux-là, ils ont une vie avec une naissance héroïque, une adolescence enflammée, et puis un âge mûr, et puis parfois une sénescence aussi, enfin une vieillesse et une sénescence, et puis plus ces lieux s'institutionnalisent, et moins ils sont propres à recevoir. Alors, ils ne sont pas inintéressants parce qu'ils sont aussi, ils vieillissent avec leur public aussi parfois. Et ils reçoivent des gens qui s'y sédimentent, hein, et qui s'y institutionnalisent, mais ils sont plus. Enfin, le seuil d'admission augmente avec l'âge, avec le degré d'institutionnalisation, et le seuil augmente de manière inversement proportionnelle à la précarité. C'est-à-dire, plus le degré d'institutionnalisation augmente, plus ce sont des lieux qui sont reconnus, qui sont créés, qui sont institutionnalisés, que ce soit des lieux psychiatriques ou des lieux sociaux, et moins ils seront aptes à dévoiler ce refoulé, justement, à venir captiver cette part refoulée du social qu'elle exclut. Donc je pense que ce sont des lieux qui sont toujours à penser dans la précarité eux-mêmes et dans la conflictualisation avec l'institution, pour que ça fonctionne, il me semble. Voilà. Bien. Écoutez, merci beaucoup. Et puis on va faire une...